Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après nos précédents cours dédiés à l'étude d'un réseau électrique en régime continu, nous allons aborder dans ce qui suit l'étude des réseaux en régime variable. Pour cela, nous allons devoir dans une première étape rappeler quelques notions utiles et indispensables à la compréhension de la suite de notre cours. Par la suite, seront introduites la notation complexe ou symbolique, le calcul de puissance et enfin la notion d'adaptation. Commençons par rappeler ce que c'est qu'un signal alternatif, un signal sinusoïdal et enfin une valeur efficace. Un signal alternatif est un signal qui change de sens au cours du temps, c'est-à-dire c'est un signal qui présente une alternance positive et une alternance négative. L'alternance positive n'est pas forcément identique à l'alternance négative. Lorsque le signal reprend une même valeur à des intervalles de temps égaux, on dira que le signal est périodique de période grand T. Il s'écrira mathématiquement S égale à une fonction du temps petit t plus un nombre entier de fois la période. Par exemple, sur cette figure, le signal alternatif est représenté sur une période. Il est reproduit sur 3 périodes. C'est-à-dire, sur cet intervalle de temps de 3 périodes, le signal alternatif s'est reproduit identiquement à lui-même 3 fois. Donc, comme je le montre bien ici. L'inverse de la période représente la fréquence du signal. Et elle s'écrit F égale à 1 sur T. La période se mesure en secondes et la fréquence se mesure en Hertz. La pulsation ou la fréquence angulaire du signal est donnée par l'expression oméga égale à 2 pi f. Pi étant égal à 3,14 et f la fréquence. Elle s'exprime en radians par seconde. Maintenant, rappelons ce que c'est qu'un signal sinusoïdal, qui n'est autre qu'un cas particulier du signal alternatif. En effet, un signal est dit sinusoïdal lorsque son intensité est une fonction sinusoïdale du temps. Elle s'écrit par exemple comme étant, dans le cas d'un courant, comme petit i égale à im cosinus oméga t plus phi. J'aurais pu l'écrire im sinus oméga t. im sinus oméga t plus phi, im cosinus phi, peu importe. L'essentiel, c'est que le courant ou n'importe quel signal s'écrirait en fonction de sinus ou de cosinus. Alors, que représente im? im représente l'amplitude du courant dans ce cas, ou bien l'amplitude du signal en général. Cette amplitude représente la valeur maximale du signal ou du courant. Donc, je l'appelle aussi amplitude de crête, parce qu'elle est prise entre 0 et le maximum. Lorsque je prends l'amplitude entre la valeur minimale, moins im, et la valeur maximale plus im, je dis que je parle d'une amplitude de crête à crête, et elle serait égale à 2 fois l'amplitude crête, c'est-à-dire 2 fois im. Donc, il est à noter que la notion de périodicité dans un signal sinusoïdal, bien entendu, elle est conservée. C'est sûr, puisque d'une, c'est un cas particulier du signal alternatif qui pourrait être périodique, et de deux, la notion de périodicité, elle provient de la nature de la fonction sinus ou cosinus qui est une fonction périodique. Aussi, la différence entre un signal sinusoïdal et un signal alternatif simple, c'est que dans un signal sinusoïdal, l'alternance positive est identique à l'alternance négative. C'est-à-dire que l'alternance négative représente la symétrique par rapport à l'axe des temps de l'alternance positive. Passons maintenant à la définition d'une valeur efficace. La valeur efficace d'un signal est définie comme étant la racine carrée de la moyenne du carré de l'intensité du signal calculé sur une période. Mathématiquement, elle s'écrit comme étant la racine carrée de la moyenne sur une période de l'intensité carrée du signal. Dans le cas où notre signal est un courant alternatif sinusoïdal, il suffirait de remplacer dans cette expression mathématique S par im cosinus oméga t plus phi. Après remplacement et calcul de l'intégrale, la valeur efficace trouvée serait égale à l'amplitude divisée par racine de 2. Donc,
Cette dernière expression, est une expression déduite mathématiquement par le biais d'un calcul d'intégrale, ou, plus exactement, par le biais d'un calcul de la valeur moyenne, de la racine carrée de la valeur quadratique moyenne du courant. Maintenant, que signifierait physiquement cette valeur efficace du courant alternatif? Donc, pour cela, on va supposer qu'on est en présence donc d'un courant alternatif sinusoïdal qui s'écrit IM cosinus oméga t plus phi. Si j'introduis la valeur efficace dans cette expression, je remplacerai IM par... ici, c'est pas un IM, c'est un grand I. Hein. Donc, petit i serait égal à grand I racine de 2 cosinus oméga t plus phi. Donc ici, attention, c'est grand I racine de 2 cosinus oméga t plus phi. Donc, la valeur efficace de ce courant, ou bien le courant efficace grand I, serait équivalent à un courant continu qui dissiperait la même puissance dans une même résistance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je prends une résistance R, je la fais parcourir une première fois par un courant continu, elle dissiperait alors une puissance P1. Dans une seconde fois, je la ferai parcourir par un courant alternatif, et lorsque la valeur de ce dernier aurait une valeur particulière de I efficace, elle aurait dissipé une puissance P2. Alors, P1, lorsque P1 est égal à P2, je dirais que le courant grand I efficace est égal au courant continu qui a parcouru la résistance grand R dans le premier cas. Alors, un deuxième point, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, vous la connaissez. On l'a vue en long et en large quand on a traité les réseaux en régime continu. Elle représente la proportionnalité entre le courant et la tension. La question qu'on va se poser est le problème lequel on va essayer de résoudre. Cette loi d'Ohm est-elle valable dans le cas d'un signal alternatif qui parcourrait n'importe quel composant, c'est-à-dire lorsque le courant parcourt une résistance, le courant alternatif parcourt une résistance, est-ce que la loi d'Ohm reste valable? Lorsqu'il parcourt une bobine, est-ce qu'elle reste valable? Lorsqu'il parcourt un condensateur, est-ce qu'elle va rester valable? Donc c'est le problème et c'est la question qu'on se pose et qu'on va essayer de résoudre dans ce qui suit. Donc on va supposer dans une première étape qu'on est en présence d'une résistance. Donc lorsque la résistance est parcourue par un courant alternatif, il n'y a aucun problème. La DDP à ces bornes, ça reste toujours VA moins VB égale à RI. La différence avec le courant continu, c'est que I ici est une fonction du temps. Et c'est une fonction cosinus du temps ou sinus, peu importe. Mais lorsque je suis dans le cas d'une bobine, la DDP aux bornes de la bobine, elle s'écrit en fonction de la dérivée du courant. Et dans le cas du condensateur, elle s'écrirait en fonction de l'intégrale du courant. Maintenant, je vais aller plus loin. Si je devais placer ces trois éléments en série, qu'est-ce que j'aurais? La DDP aux bornes des trois éléments en série serait égale à RI plus LDI sur DT plus 1 sur C intégrale de I dt. C'est une équation différentielle. Une équation différentielle, comment allons-nous la résoudre? Est-ce qu'on va résoudre mathématiquement? Est-ce qu'il y a une solution analytique? Est-ce qu'on la fait vectoriellement? Bon. Il faut dire que j'ai fait exprès de choisir cet exemple. Pourquoi? Parce que ce circuit n'est autre que l'équation de l'oscillateur électrique amorti en régime forcé sinusoïdal. Ce système, vous l'avez vu en S3 lorsque vous avez fait le module vibration et onde. La solution de cette équation est une solution et l'association ou la somme d'une solution générale qui n'est autre que la solution de l'équation sans second membre et d'une solution particulière qui représente la solution de l'équation avec second membre. Il faut noter que la solution sans second membre n'intervient que durant le régime transitoire, ce qui ne nous intéresse pas dans ce cours. Quant à la solution particulière, elle s'écrit comme étant grand I racine de 2 cosinus oméga t plus phi.
Et cette solution représente la solution du régime permanent. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est que grand I et qu'est-ce que c'est que phi? Comment on pourra les déterminer? Comment allons-nous pouvoir déterminer ce résultat, cette solution particulière sans résoudre l'équation différentielle? Donc, la question qu'on se pose, comment peut-on déterminer la valeur maximale ou efficace grand I du courant et sans déphasage phi par rapport à la tension? La réponse? En fait, il y a plusieurs réponses à cette question. On pourrait trouver grand I et phi par calcul mathématique en résolvant l'équation différentielle, et c'est laborieux et c'est long. On pourrait trouver grand I et phi en utilisant la représentation de Fresnel. L'effecteur, c'est une méthode, mais c'est quand même assez long. Une méthode plus simple, très facile et très agréable, c'est la linéarisation de l'équation 1. Et ce, en introduisant la notation complexe ou symbolique. Qu'est-ce que je veux dire par linéariser? Là, on va essayer de transformer l'équation 1 en une équation analogue à la relation d'Ohm. En fait, ça, c'est l'objectif. Je veux retrouver une loi d'Ohm sous une autre forme en introduisant de nouvelles notions. Donc, sans plus tarder, on va commencer donc par définir les grandeurs complexes avant d'introduire la notation complexe. Donc, soit un dipôle, on va supposer qu'on est en présence d'un dipôle qui est soumis à une tension alternative sinusoïdale et qui est parcouru par un courant I, tel que je l'écris U de t égale à UM cosinus oméga t et I de t égale à IM cos oméga t plus phi. Alors, si on observe ces deux relations, on remarquera tout simplement que, par exemple, U de t n'est autre que la partie réelle de la fonction complexe U bar de t égale à UM exponentielle J oméga t. Idem pour le courant, donc I de t, ce n'est autre chose que la partie réelle de I bar de t qui est égale à IM exponentielle de J facteur de oméga t plus phi. De ces deux expressions, on pourra écrire donc que U bar de t étant égal à UM exponentielle J oméga t, je pourrais l'écrire U bar M de t, c'est-à-dire amplitude complexe, exponentielle J oméga t, avec l'amplitude complexe qui va être égale à UM exponentielle J0 dans ce cas. Parce que là, on remarque qu'il n'y a pas de phase. Par contre, dans le cas du courant, j'écrirai que I bar de t, donc c'est IM bar, amplitude complexe, exponentielle J oméga t, avec l'amplitude complexe IM bar égale à IM exponentielle J phi. Comment j'ai pu faire ça? Parce que là, regardez, l'exponentielle de la somme, c'est quoi? C'est le produit des exponentielles. Donc, j'écris exponentielle J facteur de oméga t plus phi, je l'écris sous la forme exponentielle J oméga t exponentielle J phi. Donc, IM exponentielle J phi, je les mets ensemble et je les appellerai donc I bar M de t. Et donc, on passe à la notation complexe maintenant, après avoir introduit ces grandeurs complexes I bar de t et U bar de t. Donc, l'expression 1 de l'oscillateur harmonique qu'on a vu tout à l'heure, elle s'écrirait comment? Si je remplace donc I de t par I bar de t. Donc, la dérivée de I bar de t serait égale tout simplement à oméga IM bar exponentielle J oméga t. Donc, elle s'écrit comme étant oméga I bar de t. Et l'intégrale de I bar de t serait égale à 1 sur J oméga I bar de t. Donc, ici, si j'observe bien cette expression, à chaque fois, je fais intervenir I bar M de t, I bar M exponentielle J oméga t, I bar M exponentielle J oméga t, I bar M exponentielle J oméga t, qui n'est autre que quoi?
qui n'est autre que I bar de t. Donc, si je mets en facteur ce im bar exponentielle j oméga t, j'obtiens ceci. Et en notant que im bar exponentielle j oméga t, c'est I bar de t, j'aurai une relation linéaire entre U bar de t et I bar de t. Et je mettrai analogiquement avec la loi d'Ohm où j'avais U égale à RI, j'appellerai tout ça comme une impédance Z bar et j'aurai U bar de t égale à Z bar I bar. Et effectivement, comme je viens de le dire, on retrouve une relation linéaire entre la grandeur U bar de t et I bar de t, telle que U bar de t égale à Z bar I bar de t. Z bar est appelée impédance. Elle joue le rôle de R en régime continu. Elle est définie par donc un module Z et un argument alpha. Ce n'est autre qu'un nombre complexe qui s'écrirait trigonométriquement par l'expression Z bar égale à Z exponentielle J alpha. Algébriquement, Z bar s'écrit sous la forme R plus JX, où R représente la résistance et X la réactance. L'inverse de Z bar est appelé admittance et sera noté Y bar, dont l'expression algébrique s'écrit G plus JB, où G représente la conductance et B la susceptance. Maintenant, la question qu'on se pose, comment déterminer le module de Z et l'argument de Z qui est alpha. Alors, on a défini juste avant que U bar sur I bar représente Z bar, qui est égal donc à Z exponentielle J alpha. Mais d'autre part, si je remplace U bar par son expression qui est égale à UM exponentielle J oméga t, et si je représente I bar par son expression qui est égale à IM exponentielle J facteur de oméga t plus phi, je vais avoir donc UM exponentielle J oméga t sur IM exponentielle J oméga t exponentielle J phi. Exponentielle J oméga t va être simplifiée avec exponentielle J oméga t et je vais faire monter exponentielle J phi qui était au dénominateur, je le mets au numérateur. J'obtiens donc UM sur IM exponentielle moins J phi. Parce que vous savez très bien que lorsque un exposant ou une exponentielle est au dénominateur, si je la place au numérateur, il suffit de changer de signe à l'intérieur de l'exposant. Et donc, comme UM est directement lié à U, à la valeur efficace U par un facteur de racine de 2 et idem pour IM, donc le rapport UM sur IM est identique au rapport U sur I. Donc, en fait, notre impédance complexe Z bar s'écrit comme étant U sur I exponentielle moins J phi, comme je viens de le démontrer ici. Et pour déterminer alpha, j'écrirai ce Z bar comme il a été défini comme étant Z exponentielle J alpha. Donc, si je fais une identification entre ces deux expressions, je vais avoir que Z, le module Z, qui est égal donc à U sur I, j'identifie module avec module et argument avec argument, et alpha égale à moins phi. Donc, l'argument de l'impédance est égal à moins le déphasage entre le courant et la tension. Il faut dire que ce déphasage, il est induit par la présence de Z. Parce que si Z était purement résistif, le déphasage aurait été égal à 0. Donc, on récapitule. On va essayer d'établir une relation entre les éléments, les caractéristiques de l'expression algébrique avec celle de l'expression trigonométrique. C'est-à-dire la relation entre X et R, Z et phi, ou alpha. Donc, d'une part, trigonométriquement, Z bar égale à Z exponentielle J alpha. Algébriquement, Z bar égale à R plus JX. Alors là, c'est la manipulation des nombres complexes. Le module de Z à partir de cette expression, c'est quoi? C'est racine carrée de R2 plus X2. L'argument de Z bar à partir de cette expression, c'est quoi? C'est arctangente R sur X. Puisque tangente alpha, c'est quoi? C'est R sur X. Alors, si j'identifie, je vais trouver que ce module, c'est le module que je calculerai en utilisant
l'expression algébrique, c'est-à-dire racine de R2 plus X2, et idem pour l'argument, donc alpha, c'est arctangente grand R sur X qui est égal à moins phi. Alors, on va appliquer ceci à des cas simples. Dans le cas d'une résistance, la résistance n'induit aucun déphasage entre le courant et la tension. Elle s'écrit Z bar égale à R, donc elle a un module R et donc une réactance égale à 0 et un déphasage nul. Pour ce qui est de la bobine, donc c'est JL oméga et donc elle est purement inductive dans ce cas, donc R égale à 0 et la réactance c'est L oméga, c'est la partie imaginaire. Et le module, donc, c'est L oméga et l'argument, c'est pi sur 2, puisque tangente alpha, dans ce cas, c'est L oméga sur 0 et c'est donc pi sur 2, c'est l'infini. L'arctangente l'infini, c'est pi sur 2. La même chose pour le condensateur, donc il s'écrit moins J sur C oméga avec un comportement purement capacitif, donc sa résistance de fuite est égale à 0. La réactance est moins 1 sur C oméga et donc le module c'est 1 sur C oméga et le alpha c'est moins pi sur 2. Les impédances ainsi obtenues dans un circuit, elles peuvent être associées entre elles de différentes manières. Les associations les plus classiques que vous connaissez sont les associations série et parallèle. Bien sûr, il y a l'association mixte qui fait intervenir les deux en même temps, mais on ne va pas en parler ici. On va se contenter de rappeler l'association série et l'association parallèle. Dans le cas de l'association série, si je suppose que j'ai n impédances de Z1 jusqu'à Zn, elles sont toutes parcourues par un même courant symbolique I bar et aux bornes desquelles nous avons une DDP U bar. Le courant qui parcourt Z1 étant identique à celui qui parcourt Z3, celui qui parcourt ZI, Zn. Donc, j'écrirai que U1 égale à Z1 I bar, U2 égale à Z2 I bar, U3 égale à Z3 I bar, UI égale à ZI I bar, etc. Et donc, comme en association série, U bar, c'est la somme des différents UI, donc je mets en facteur le courant. Et comme dans le cas de l'association des résistances, je vais avoir un Z équivalent en série qui est égal à la somme des ZI prises une à une. C'est-à-dire c'est Z1 plus Z2 plus Z3, etc. Donc, c'est exactement la même chose comme dans le cas des résistances. Quand j'ai N résistances associées en série, j'ai le R équivalent qui est égal à la somme des RI. Dans le cas des impédances complexe, c'est exactement la même chose, Z équivalent. Donc ici, il y a une barre qui manque. Donc, c'est la somme des ZI bar. Pour ce qui est de l'association parallèle, c'est exactement la même chose. Donc, je prends N impédances placées en parallèle. Et donc, la DDP au bornes de chacune des impédances est la même, c'est U bar. Et le courant I bar se divise. Et ici, j'aurai j'aurai un I1 bar, I2 bar, I-indice I bar, IN bar. Et donc, en adoptant exactement le même raisonnement que dans le cas des résistances qu'on a vu lorsqu'on a fait le régime continu, et donc l'impédance équivalente serait égale, donc l'inverse de l'impédance équivalente serait donc égal à 1 sur Z équivalent qui est égal à la somme des inverses de chaque impédance prise à part. J'aurais pu écrire aussi que Y équivalent est égal à la somme des YI. Maintenant, le calcul de puissance. Le calcul de puissance, on va le faire en deux tranches. On va d'abord faire un calcul de puissance instantanée. Ensuite, on va faire un calcul de puissance en notation complexe et une petite application du calcul de puissance à l'introduction de la notion d'adaptation. Commençons par le calcul de puissance instantanée. Donc, pour cela, je vais supposer que je suis en présence d'un dipôle parcouru par un courant I qui est débité par une source U de T. Alors, U de T est une source sinusoïdale qui s'écrit sous la forme UM cos oméga T ou bien U efficace, racine de 2 cos oméga T. Le courant qui va parcourir donc l'impédance Z serait déphasé par rapport à U. Ce déphasage est induit
par l'impédance Z et il s'écrit comme étant IM cosinus oméga t plus phi. Ou bien I efficace racine de 2 cos oméga t plus phi. La puissance électrique, par définition, c'est quoi? C'est la DDP multipliée par le courant. Donc, si je remplace, j'applique cette définition et je remplace. Donc, la puissance instantanée serait égale à UI de T. Si je remplace U et I par leurs expressions, donc U racine de 2 cos oméga T, I racine de 2 cos oméga T plus phi, je les mets ici. Donc, racine de 2U, racine de 2I vont donner 2 fois UI. Et là, j'aurai cos oméga T plus phi. D'accord? Et après transformation trigonométrique, je vais écrire P de T sous la forme d'une somme. Au lieu que ça soit un produit, je l'ai mis sous la forme d'une somme. Et qui donne UI cos oméga phi, qui donne UI cosinus phi, donc c'est un terme constant, plus un terme variable, UI cosinus 2 oméga t plus phi, mais cette fois-ci, la fréquence du signal, elle est double à la fréquence du signal alternatif utilisé. Donc, si je veux calculer la valeur moyenne de cette puissance, je vais appliquer la définition mathématique d'une moyenne que vous connaissez, que vous avez vue à maintes reprises. Donc, la valeur moyenne de P, je vais la noter P majuscule et c'est 1 sur T intégrale de 0 jusqu'à T, donc intégrale sur une période, de P de T dt. D'accord? Donc, après calcul, je vais donc remplacer P de T par son expression et j'obtiens cette expression. Alors, on remarque que l'intégrale sur une période de dt, ce n'est autre chose que la période. Et donc, ce t va se simplifier avec t. Et le premier terme va se réduire à ui cosinus phi. Quant au second terme, c'est une fonction cosinus, donc prise entre 0 et t. Et sur une période, cette fonction va être égale à 0. Cette intégrale donne 0. Et donc, la valeur moyenne de p va se réduire à une valeur égale à UI cosinus phi. UI cosinus phi, ou la valeur moyenne, est appelée puissance active. Elle va être notée PA ou grand P. Donc la puissance active, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la puissance effective liée à l'énergie électrique qui peut être convertie par le récepteur sous une autre forme, à savoir mécanique, calorifique ou autre. Elle est mesurée en watts. Et son expression s'écrit comme étant UI cosinus phi. Alors, cosinus phi est appelé facteur de puissance. Il est égal à 1 dans le cas d'une résistance, puisque phi dans le cas d'une résistance est égal à pi sur 2. Et phi dans le cas d'une résistance est égal à 0. Et cosinus 0 est égal à 1. Par contre, dans le cas d'une self ou d'un condensateur, phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Cosinus plus ou moins pi sur 2 est égal à 0. Et donc cosinus phi, le facteur de puissance, est nul. Alors on va dire un mot sur ce facteur de puissance. Que représente cosinus phi? Cosinus phi mesure l'efficacité d'un système à produire de la puissance active. En effet, l'énergie électrique produite dans les centrales électriques par un fournisseur est transportée dans une ligne pour être fournie aux consommateurs. Ces derniers ne payent au fournisseur que l'énergie correspondant à la puissance active qui est consommée. Donc, la puissance active consommée est inférieure à la puissance qui se trouve à la sortie de la centrale électrique. Et donc, la différence, qui va la payer? Si à la sortie de la centrale électrique, j'ai une puissance qui est supérieure à P active qui arrive au consommateur. La différence, elle est payée par, bien sûr, le fournisseur. Et donc, il est perdant. Donc, en général, les fournisseurs, lorsque le cosinus phi est inférieur à 0,8, il fait payer des pénalités au consommateur. Bon, des fois, il paraît que son algaz, c'est des valeurs de 0,9. Si cosinus phi est inférieur à 0,9, des pénalités sont payées. Donc, voilà la signification de ce cosinus phi, parce que vous allez le calculer en TP, vous allez vous poser la question, c'est quoi ce cosinus phi? Qu'est-ce qu'il mesure? Et donc, par analogie à la puissance active, on va définir la puissance réactive qu'on va noter PR ou Q,
qui est une énergie c'est une énergie qui n'est pas consommée par la charge, du fait qu'elle est liée à l'énergie emmagasinée durant un quart de période dans les selfs et les condensateurs. Cette énergie, elle est ensuite restituée au réseau au cours de l'autre quart de période. Et elle s'écrit donc PR ou Q égale à UI sinus phi. Comme ce n'est pas une énergie qui est réellement consommée, elle ne se mesurera pas en watts, mais elle se mesure plutôt en var. C'est des voltampères réactifs. Alors, d'où vient cette appellation de réactive? La puissance est appelée réactive parce qu'elle est qualifiée ainsi en fait parce que l'absorption et la restitution de l'énergie dans le condensateur et la bobine sont dues à la réaction de ces derniers aux variations du courant, et d'où l'appellation ou la notion, le nom réactive. Enfin, la puissance apparente est par définition égale au produit de la tension par le courant efficace UI. Et donc, c'est quoi? C'est la valeur maximale de la puissance active consommée par le dipôle. C'est vrai, puisque P active, c'est UI cos phi. Lorsque cos phi est maximal égal à 1, donc j'obtiens S qui est égal à PA max qui est égal à UI. Donc, cette puissance apparente, elle est mesurée en voltampères. Je peux trouver la relation entre P et S, entre SP et Q, par des petits calculs très très classiques. Donc, je sais que P, c'est UI cos phi, Q, c'est UI sin phi. Donc, c'est S cos phi, S sin phi. Si je mets P carré plus Q carré, je vais avoir S carré cos carré plus S carré sin carré. Si je mets S carré en facteur, je vais avoir P carré plus Q carré égale à S carré, facteur de cosinus phi carré plus sinus phi carré. Et donc, cos carré plus sin carré est égal à 1, et donc S carré, c'est P carré plus Q carré. Le cosinus phi est égal à P sur S. Donc, c'est la puissance active divisée par la puissance apparente. On va passer maintenant au calcul de puissance complexe. Pour cela, on va essayer de se mettre dans une situation analogue à la première. C'est-à-dire, je vais prendre un dipôle, mais cette fois-ci, je vais appeler son impédance Z bar. Il va être parcouru par un courant non pas I, mais un courant I bar. Et il sera donc alimenté par une tension non pas U, mais une tension U bar. Donc, je vais utiliser les notations complexes, U bar et I bar. Et bien sûr, Z bar. Lorsqu'on a fait le calcul de la puissance instantanée, on a calculé U, I. Là, on va calculer U bar, I bar étoile. I étoile bar étant l'expression conjuguée de I bar. Donc, si je remplace dans cette expression UI étoile, U par son expression et I étoile par son expression, je vais avoir UI étoile bar égale racine de 2U, racine de 2I, ça me donne 2 fois UI. Exponentielle J oméga T, c'est exponentielle J oméga T. Et le U bar, I bar étoile, c'est quoi? C'est donc ici, il fait intervenir exponentielle moins J oméga T plus phi. Donc, je le retrouve ici. Sachant que l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Donc, je sépare exponentielle moins J oméga T, exponentielle moins J phi. Donc, exponentielle J oméga T par exponentielle moins J oméga T va donner 1. Et si je remplace exponentielle moins J phi par son expression trigonométrique qui est égale à cosinus moins phi plus J sinus moins phi, cette expression devient comme suit. Donc, 2 fois UI cosinus phi moins 2 fois JUI sinus phi. Si je mets 2 en facteur, je retrouve. Donc, UI cosinus phi, ce n'est pas autre chose que la puissance active qu'on a calculée lors du calcul de la puissance instantanée. Et UI sinus phi, ce n'est autre que la puissance réactive. Donc, qu'est-ce que j'observe? J'observe que là, j'ai 2 fois P moins JQ. 2 fois P moins JQ. D'accord. Ce moins, il provient d'où? Ce moins, il provient du fait que I ou U sont l'un en avance ou en retard
le retard ou l'avance de l'un par rapport à l'autre. Parce que là, si j'avais pris exponentielle j oméga t moins phi, j'aurais eu ici un plus. Et j'aurais eu ici un p plus jq. En fait, c'est tout à fait normal puisque la puissance réactive, c'est la puissance donc qui est due à l'absorption ou la restitution de l'énergie. Donc, ça dépendra du comportement capacitive ou inductive de l'impédance. Donc, peu importe pour nous, puisque ce n'est pas une énergie réelle. Donc, des fois, je peux avoir un plus, des fois, je peux avoir un moins. Donc, ce n'est pas très important. Nous, ce qui nous importe, c'est la puissance active. La puissance active, donc si j'écris que UI étoile bar égale à 2 fois P moins JQ, j'obtiens ici donc que la puissance P serait égale à 1 demi de U bar I étoile bar. Ce P ici, il est dans ce cas calculé à partir de la notation complexe. Donc, c'est 1 demi de U bar I bar étoile et c'est donc P moins JQ. Ça aurait pu être P plus JQ. L'essentiel, c'est que la puissance active P ici, ça va représenter quoi? Ça va représenter 1 demi de la partie réelle du produit UI étoile. C'est ça le plus important. Donc, la puissance en notation complexe, elle est égale à P moins JQ et je la prends comme étant la moitié du produit UI étoile bar. Et de ce fait, la puissance active ou la puissance réelle consommée, c'est la moitié de la partie réelle de la puissance du produit U bar I étoile bar. Quant à la puissance réactive Q, elle est égale à plus ou moins 1 demi de imaginaire de UI bar étoile. Et bon, la puissance apparente, elle garde la même signification, c'est la valeur maximale de la puissance active et c'est donc le produit UI. Donc, après avoir fait ce calcul de puissance en instantané et en complexe, on va faire une petite application de ce calcul de puissance en complexe puisque ça nous simplifie les calculs. Donc, c'est la notion d'adaptation. Comment elle est vue? Comment on va traiter une adaptation dans un système lorsque j'utilise les notions, donc la notation symbolique ou la notation complexe. Donc, sans plus tarder, on va voir ce que l'on va obtenir. Donc, on suppose qu'on est dans le cas, qu'on est en présence d'un générateur de FEM symbolique E bar de T qui a une impédance symbolique Z1 bar. Ce générateur débite dans une impédance de charge Z2 bar, il débite un courant I bar. Donc, si j'applique la définition qu'on vient de voir, la puissance fournie par le générateur E bar, elle s'écrit 1 demi de E bar I étoile bar. Et la puissance consommée par l'impédance Z2 bar, elle s'écrit comme étant 1 demi de V bar I étoile bar. Comment je calcule V bar et I bar? Alors, I bar, il n'y a aucun problème, puisque Z1 bar et Z2 bar sont placés en série. Donc, I bar, c'est tout simplement E bar sur la somme de Z1 bar plus Z2 bar. Par contre, V bar, c'est la DDP aux bornes de Z2 bar, qui est placée en série avec Z1 bar. Donc, on remarque très bien que le diviseur de tension ici est applicable. Donc, V bar, ça sera Z2 bar divisé par Z1 bar plus Z2 bar multiplié par E bar. Et donc, j'écrirai V bar égale à Z2 bar sur la somme Z1 bar et Z2 bar, enfin E bar, et I bar, c'est E bar sur la somme des deux. Donc, si j'introduis ces deux expressions dans la définition de la puissance dissipée dans la charge, donc j'aurai 1 demi de V bar, je remplace V bar par son expression, et je remplace I bar par son expression, je rajoute seulement l'étoile. Et donc, c'est 1 demi de E bar étoile, voilà, et Z2 bar sur Z1 bar plus Z2 bar, facteur de Z1 bar plus Z2 bar étoile. Donc, E bar étoile, c'est EM bar, c'est le module de EM au carré. C'est le module de EM au carré sur 2 donc, et je garde ici Z2 bar, et là, le produit d'un nombre complexe
par son complexe conjugué donne le module au carré du nombre complexe. Ici, le nombre complexe représente la somme de Z1 et Z2. Donc là, j'obtiens le module au carré de Z1 plus Z2. Donc, si j'écris que Z1 égale algébriquement à R1 plus JX1 et Z2 c'est R2 plus JX2, je remplace, j'obtiens la puissance dissipée dans Z2, donc égale. Alors, EM carré sur 2, ça représente quoi? Ça représente la valeur efficace au carré. Donc, Z2 bar, c'est R2 plus JX2. Et le module au carré, ici, c'est quoi? C'est donc, je remplace Z1 bar et Z2 bar par leurs expressions. Et j'obtiens R1 plus R2 au carré, plus X1 plus X2 au carré. Et là, je la mets sous la forme d'un nombre complexe, PAZ2 plus J, PRZ2. Donc, c'est la puissance active plus J, la puissance réactive. On va s'intéresser à la puissance active. Donc, la puissance active, c'est la puissance qui est dissipée réellement dans l'impédance Z2 ou la charge. Donc, elle s'écrit E2, R2 sur R1 plus R2 carré plus X1 plus X2 au carré. On va se mettre dans le cas particulier où X1 plus X2 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? X1 plus X2, ça représente quoi? Ça représente la partie imaginaire de Z1 placée en série avec Z2. Donc, si je mets X1 plus X2 égale à 0, ceci voudra dire que l'association Z1 et Z2 série se comporte comme tout simplement une résistance égale ou équivalente à R1 plus R2. Pourquoi j'insiste sur ce cas? Parce que c'est généralement quand la partie imaginaire d'une impédance s'annule, c'est-à-dire que lorsqu'une impédance présente un comportement purement résistif, on parle de phénomène de résonance qu'on va voir durant le prochain cours. Donc, si je me place dans ces conditions, l'expression de PAZ2, c'est-à-dire la puissance active dissipée dans Z2, se réduit à E carré R2 sur R1 plus R2 carré. Alors, cette puissance active, elle est maximale quand est-ce que je dirais que la puissance dissipée dans la charge est maximale? On l'a vu quand on a fait l'adaptation au régime continu. Il suffit tout simplement d'avoir R1 égale à R2. Donc, si la puissance active est maximale, ceci est vérifié que si R1 égale à R2. Et donc, si je remplace R1 par R2 ou bien R2 par R1, je vais avoir la puissance maximale, elle serait égale à E2 sur 4 fois R1. Donc, en conclusion, je vais résumer tout ça dans un petit cadre, si je peux le dire. Donc, le générateur d'impédance interne Z1 bar et de FEM E bar débite dans une charge adaptée Z2 bar une puissance maximale, je dis bien, si ces deux conditions sont vérifiées. C'est-à-dire X1 plus X2 égale 0 et R1 égale à R2. Donc, X1 plus X2 égale à 0 donne X1 égale à moins X2. Et R1 égale à R2, bon, c'est R1 égale à R2. Si ces deux conditions sont rassemblées, qu'est-ce que ça veut dire? X1 égale à moins X2, ça veut dire que Z1, ou la partie imaginaire de Z1 égale à moins la partie imaginaire de Z2. Et si R1 égale à R2, ceci veut dire que la partie réelle de Z1 égale à la partie réelle de Z2. Ceci veut tout simplement dire que Z1 bar égale le complexe conjugué de Z2 bar. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est que on a une adaptation. Ceci implique qu'on a une dissipation maximale de la puissance dans la charge. Donc, on dira que la charge est adaptée au générateur si cette charge dissipe une puissance maximale et si le complexe conjugué de cette charge est égal à l'impédance complexe du générateur. C'est-à-dire que Z1 bar égale à Z2 bar. Et ainsi se termine le cours d'aujourd'hui. Les questions et les remarques sont les bienvenues. Et le prochain cours portera sur le phénomène de résonance. On abordera les circuits résonants RLC série et le circuit bouchant. Donc, ainsi, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt.
au prochain cours et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.